Dans la tour scintillante qui domine le port de Marseille, au 23e étage de la Holdings Technovision, Maëlle Durand occupe toujours la même place. La dernière chaise à gauche, celle qui frôle le mur de verre. De là, elle observe les mouettes qui dansent entre les gratte-ciel, leurs cris étouffés par l'épaisse vitre qui la sépare du monde extérieur. Maëlle a 26 ans, des cheveux châtains qu'elle attache religieusement en chignon strict, et des yeux noisettes qui brillent d'une intelligence que personne ne remarque. Elle porte toujours le même type de tailleur, marine, discret, presque invisible, comme elle. Ce matin-là, comme tous les autres, elle arrive 15 minutes avant l'heure, dispose ses dossiers en ordre parfait et attend. Les collègues entrent un à un, échangent des plaisanteries, parlent de leur week-end à Saint-Tropez ou de leurs derniers achats. Aucun regard ne se pose sur elle. « Bonjour Maëlle », murmure parfois Océane, l'assistante de direction. Mais c'est tout. Pour le reste de l'équipe, Maëlle n'existe que par ses rapports, des analyses de données si précises qu'elles semblent prédire l'avenir du marché technologique français. Aujourd'hui, pourtant, l'atmosphère est différente. Hervé Dubois, le directeur commercial au sourire carnassier, se pavane plus que d'habitude. Il annonce à qui veut l'entendre qu'il va présenter son projet de surveillance urbaine connecté au nouveau CEO. Maëlle serre les dents. Son projet. Les données qu'elle a passé 6 mois à analyser, les algorithmes qu'elle a peaufinés, les failles éthiques qu'elle a signalées et qui ont été ignorées. Tout cela est devenu son projet à lui. À 9 heures précises, la porte s'ouvre. Lazare Villeneuve entre, et l'air de la salle semble changer. 32 ans, grand, élégant, sans ostentation, il porte un costume gris anthracite qui épouse parfaitement sa silhouette. Ses cheveux bruns sont légèrement ébouriffés, comme s'il venait de passer la main dedans, un geste qu'il fait quand il réfléchit intensément. Mais ce qui frappe le plus chez Lazare, ce sont ses yeux, gris comme l'orage. Ils scrutent, analysent, comprennent, ils ne jugent pas, ils observent. Et contrairement à tous les autres dirigeants que Maëlle a côtoyés, ils ne glissent pas sur les visages comme s'ils cherchaient uniquement les personnalités importantes. Hervé commence sa présentation avec son assurance habituelle, projetant des graphiques colorés sur l'écran géant. Il parle de révolution technologique, de sécurité citoyenne optimisée, de retour sur investissement exceptionnel. Sa voix résonne dans la salle, ponctuée par les hochements de tête approbateurs des autres directeurs. Maëlle ferme les yeux un instant. Elle connaît ses chiffres par cœur, elle en a vérifié chaque donnée. Mais elle connaît aussi les failles, les risques de surveillance abusive, les violations potentielles de la vie privée, les biais algorithmiques qui pénaliseraient certaines populations. Tout cela, elle l'a noté dans un rapport que personne n'a lu. Les données sont formelles, continue Hervé en agitant un pointeur laser. Nous pouvons réduire la criminalité de rue de 40% en 18 mois. Maëlle ouvre les yeux. 40%. Ce chiffre est faux. Ces analyses montraient 30% maximum, et seulement dans des conditions idéales qui ne tenaient pas compte des variables sociologiques. Intéressant, murmure Lazare, ses doigts tambourinant lentement sur la table d'acajou. Ces projections se basent sur quelles données exactement? Hervé se racle la gorge, visiblement déstabilisé par la question directe. Eh bien, nos équipes d'analystes ont travaillé sur qui sont ces analystes. La voix de Lazare est calme, presque douce, mais elle porte une autorité naturelle qui fait taire tous les murmures. Le silence s'étire. Hervé jette des regards nerveux autour de la table, cherchant un soutien qui ne vient pas. Et alors, l'impensable se produit. Lazare Villeneuve tourne la tête vers le fond de la salle. Ses yeux gris se posent sur Maëlle, qui sent son cœur s'emballer. « Mademoiselle Durand », dit-il, et sa voix semble résonner dans tout son être. « Vous avez travaillé sur ce projet, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous » Le monde s'arrête. 20 paires d'yeux se tournent vers elle, certains surpris, d'autres agacés. Hervé a pâli. Maëlle sent ses mains trembler légèrement. Pour la première fois de sa carrière, quelqu'un lui demande son avis. Quelqu'un veut entendre sa voix. Elle respire profondément, se lève lentement et trouve en elle une force qu'elle ne connaissait pas. Le regard de Lazare ne quitte pas Maëlle. Dans ses yeux gris, elle ne lit ni condescendance ni curiosité malsaine, mais une attente sincère. Pour la première fois depuis qu'elle travaille ici, quelqu'un semble vraiment vouloir entendre ce qu'elle a à dire. Les données présentées sont... Maëlle s'éclaircit la gorge, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Elles sont partiellement exactes, mais incomplètes. Un murmure parcourt l'assemblée. Hervé semble sur le point d'exploser, mais un seul regard de Lazare le cloue sur place. « Continuez », encourage doucement le CEO. Maëlle sent ses années de silence se transformer en carburant.
Le taux de réduction de la criminalité annoncé de 40% ne tient compte que des délits de rue classiques. Il ignore complètement l'impact sur les communautés marginalisées qui risquent d'être disproportionnellement surveillées. De plus, nos algorithmes présentent des biais significatifs. Elle s'arrête, réalisant qu'elle vient de contredire publiquement un directeur devant le CEO. L'ancienne Maëlle aurait paniqué, se serait excusée, serait redevenue invisible, mais quelque chose dans l'attitude de Lazare l'encourage à continuer. Nos projections optimistes se basent sur des modèles qui ne correspondent pas à la réalité sociale de Marseille. La vraie réduction serait plutôt de l'ordre de 30% et au prix de risques éthiques considérables que nous n'avons pas suffisamment évalués. Le silence qui suit est assourdissant. Hervé a le teint verdâtre. Les autres directeurs évitent soigneusement de croiser le regard de Maëlle. Lazare, lui, sourit. Un sourire léger, presque imperceptible, mais qui illumine brièvement son visage. « Merci, mademoiselle Durand. Voilà exactement le genre d'analyse dont nous avons besoin. » Il se tourne vers l'Assemblée. « Cette réunion est ajournée. Monsieur Dubois, j'aimerais revoir ce projet avec les vraies données. Mademoiselle Durand, pourriez-vous rester quelques minutes ?» La salle se vide dans un brouhaha nerveux. Hervé sort en claquant la porte, suivi des autres directeurs qui murmurent entre eux. Bientôt, Maëlle se retrouve seul avec Lazare. Il s'approche de la fenêtre, contemplant la Méditerranée qui scintille au loin. « Depuis quand travaillez-vous ici ?»« 3 ans, monsieur Villeneuve. » « Lazare. Et en 3 ans, combien de fois avez-vous exprimé votre opinion en réunion ?» Maëlle rougit. « Jamais. Enfin, aujourd'hui était la première fois. » Il se retourne vers elle, et elle remarque des rides de fatigue autour de ses yeux. « Pourquoi ? Parce que personne ne me le demandait. Et si on vous le demandait plus souvent ?» La question la déstabilise. Elle hésite, puis décide d'être honnête. « J'aimerais bien, mais je ne pense pas que ce soit ma place. » « Qui a décidé de votre place, Maëlle ?» Entendre son prénom dans sa bouche lui fait un effet étrange. « Tout le monde, je suppose. C'est comme ça que ça fonctionne. » Lazare s'assoit sur le bord de la table, abandonnant toute formalité. « Mon père dirigeait cette entreprise avant moi. Il m'a appris que le pouvoir, c'est de ne jamais montrer de faiblesse, de ne jamais écouter ceux qui ne peuvent pas vous être utiles. Vous savez ce que j'en pense ?» Maëlle secoue la tête. « Que c'est la plus grande connerie que j'ai jamais entendue. Les meilleures idées viennent souvent de ceux qu'on entend le moins. Et vous, Maëlle Durand, vous avez des idées. » Il se lève et se dirige vers la porte, puis s'arrête. « J'aimerais que vous prépariez un rapport complet sur ce projet, avec vos vraies conclusions, vos recommandations, vos inquiétudes. Tout. Mais monsieur Dubois, laissez-moi gérer monsieur Dubois. Pouvez-vous me préparer ça pour demain ?» Maëlle hoche la tête, encore sous le choc. « Parfait. Et Maëlle ?» Il marque une pause. « La prochaine fois qu'une idée vous vient en réunion, n'attendez pas qu'on vous donne la permission de parler. Cette voix que vous avez trouvée aujourd'hui, gardez-la. » Après son départ, Maëlle reste seule dans la salle de réunion, le cœur battant. Par la baie vitrée, elle regarde la ville s'étendre jusqu'à la mer. Pour la première fois, elle ne se sent plus invisible. Mais elle ne sait pas encore que cette conversation vient de déclencher une révolution qui dépassera largement les murs de Technovision. Le lendemain, l'atmosphère chez Technovision a changé. Maëlle le sent dès qu'elle franchit les portes de verre fumé du hall d'accueil. Les conversations s'arrêtent sur son passage, les regards la suivent. Elle n'est plus invisible, mais cette nouvelle visibilité lui fait peur. Dans l'ascenseur, elle croise Hervé Dubois. Il ne dit rien, mais son regard pourrait découper l'acier. Maëlle serre contre elle le dossier qu'elle a préparé toute la nuit, 40 pages d'analyse minutieuse qui démontent le projet de surveillance urbaine point par point. Arrivée à son bureau, elle trouve Océane qui l'attend avec un café. « Alors, comment ça se sent d'être la nouvelle coqueluche du patron ?» demande l'assistante avec un sourire en coin. « Je ne suis la coqueluche de personne », répond Maëlle en s'installant à son poste. « J'ai juste fait mon travail. » Océane s'appuie contre le bureau. « Tu sais que Dubois raconte partout que tu as manipulé les données pour te faire remarquer ?» Le sang de Maëlle ne fait qu'un tour. « C'est faux. Mes analyses sont irréprochables. J'ai vérifié chaque chiffre 3 fois. » « Je sais bien, mais lui, il dit que tu cherches à grimper l'échelle sociale en séduisant le CEO. » « Quoi ?» Maëlle manque de renverser son café. « C'est ridicule, je n'ai rien fait de tel. » Océane hausse les épaules. « Je ne fais que répéter ce qui se dit. Fais attention à toi, Maëlle. Les requins sentent le sang dans l'eau. » Vers 10 heures, le téléphone de Maëlle sonne. Voix grave familière. « Mademoiselle Durand, pouvez-vous venir dans mon bureau avec votre rapport ?» Le bureau de Lazare occupe tout l'étage supérieur. Baigné de lumière naturelle, il contraste avec le reste de l'immeuble par sa simplicité élégante. Pas de trophées clinquants, ni de photos de lui serrant la main à des politiques.
Juste des livres, des plantes vertes et une vue imprenable sur la Méditerranée. Lazare porte aujourd'hui un pull en cachemire bleu marine qui adoucit ses traits. Il semble moins patron et plus humain. « Asseyez-vous », dit-il en désignant l'un des fauteuils face à son bureau. « Comment allez-vous ? Hier a dû être intense. » Maël pose le dossier devant lui. « J'ai l'habitude du silence, pas des regards. C'est déstabilisant. Les gens n'aiment pas le changement, surtout quand il remet en question leur vision du monde. » Il ouvre le dossier et commence à feuilleter. « Mon Dieu, Maël, c'est du travail d'orfèvre. » Elle rougit légèrement. « Je voulais être sûr de mes arguments. » Pendant qu'il lit, Maël l'observe. Ses sourcils se froncent parfois, ses lèvres esquissent un sourire quand il tombe sur une analyse particulièrement astute. Elle remarque qu'il prend des notes dans les marges, qu'il souligne certains passages. « Vous recommandez l'abandon pur et simple du projet, dit-il enfin. L'abandon de cette version-ci, oui, mais je propose des alternatives. Des systèmes de surveillance ciblés, plus respectueux de la vie privée, avec des garde-fous éthiques intégrés. » Lazare referme le dossier et la regarde intensément. « Vous savez que ce projet représente 15 millions d'euros d'investissement? Que des dizaines d'emplois en dépendent ?» Maël déglutit mais ne baisse pas les yeux. « Je sais. Mais je sais aussi que si nous lançons ce système en l'état, nous risquons des procès, un scandale médiatique et surtout de faire du mal à des innocents. Est-ce que ça vaut 15 millions ?» Un long silence s'installe. Lazare se lève et se dirige vers la fenêtre. « Mon père me disait toujours, en affaires, il faut choisir entre avoir raison et avoir du succès. Vous savez quoi? Je pense qu'il se trompait. » Il se retourne vers elle. « Je vais suivre vos recommandations. Nous arrêtons le projet actuel et nous repartons sur vos bases. » Maël reste bouche bée. « Vraiment? Vraiment. Mais je vais avoir besoin de vous pour superviser la nouvelle version. Êtes-vous prête à sortir de l'ombre ?» Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvre brutalement. Bernard Fontaine, le président du conseil d'administration et oncle de Lazare, entre dans le bureau comme s'il lui appartenait. « Lazare, il faut qu'on parle. Immédiatement. » Son regard tombe sur Maël et se durcit. En privé. Lazare ne bronche pas. « Mademoiselle Durand fait partie de l'équipe dirigeante sur le projet Surveillance connectée. Elle peut entendre ce que vous avez à dire. »« Non, elle ne peut pas. » Bernard Fontaine est rouge de colère. « As-tu perdu la tête? Cet employé de base n'a rien à faire ici. Dubois m'a tout raconté. Elle sabote nos projets pour se faire remarquer. » Le ton monte, mais Lazare reste parfaitement calme. « Bernard, je vous prierai de parler avec respect de mademoiselle Durand. Et si Dubois a des griefs, c'est qu'il vienne me voir directement. Elle n'est rien, une nobody qui... » Stop! La voix de Lazare claque comme un fouet. Maël n'a jamais entendu personne parler avec cette autorité glacée. « Bernard, vous sortez de mon bureau. Maintenant. » L'oncle de Lazare reste interdit puis pointe un doigt vengeur vers Maël. « Toi, petite ambitieuse, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Il sort en claquant la porte. Maël tremble de tous ses membres. « Je suis désolé, murmure-t-elle. Je ne voulais pas créer de problème dans votre famille. » Lazare s'agenouille devant son fauteuil, à sa hauteur. « Maël, regardez-moi. » Elle lève les yeux vers lui. « Vous n'avez rien à voir avec nos problèmes familiaux. Ce que vous venez de voir, c'est la peur de ceux qui ont toujours eu le pouvoir et qui voient qu'il peut leur échapper. » Il pose doucement sa main sur la sienne. « La question est, êtes-vous prête à vous battre? Parce que maintenant, c'est une guerre. » Les jours suivants passent dans un tourbillon de réunions tendues et de regards hostiles. Maël découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas, celui des luttes de pouvoir intestines, des alliances qui se font et se défont, des coups bas murmurés dans les couloirs. Hervé Dubois ne lui adresse plus la parole. Certains collègues l'évitent ostensiblement. D'autres, au contraire, tentent de se rapprocher d'elle, flairant le changement de paradigme. Mais Maël a appris à se méfier. Elle ne sait plus qui est sincère et qui joue un jeu. Un matin, en arrivant au bureau, elle trouve une note glissée sous son clavier. « Fais attention à toi, tu ne sais pas ce que tu déclenches. » Une amie. Elle froisse le papier, le cœur serré. Depuis quand défendre ses idées est-il devenu dangereux? C'est ce jour-là qu'elle fait la connaissance de Vincent Moreau, le directeur financier. Contrairement aux autres cadres supérieurs, il ne dégage aucune arrogance. La quarantaine, cheveux poivre et sel, il a des yeux fatigués mais bienveillants. « Mademoiselle Durand, je peux vous parler ?» Il se retrouve dans la cafétéria presque vide. Vincent commande 2 cafés et s'assoit face à elle. « Vous savez, dit-il en remuant son sucre, j'ai lu votre rapport 3 fois. » Maël se crispe, s'attendant à une nouvelle critique. « C'est brillant, continue-t-il. Ça fait 20 ans que je travaille ici. J'ai vu passer tous les projets. Jamais je n'ai lu une analyse aussi complète. » Elle le regarde surprise. « Vous
Vous êtes d'accord avec mes conclusions? Entièrement, mais ce n'est pas le problème. Vincent baisse la voix. Maël, je peux vous appeler Maël. Vous devez comprendre quelque chose. Cette entreprise, c'est un écosystème complexe. Lazare a hérité d'une situation qu'il essaie de changer, mais il y a des forces qui résistent. Il sort une tablette de son attaché-case et lui montre des graphiques. Regardez. Depuis que Lazare a pris les commandes il y a 2 ans, nos bénéfices ont augmenté de 30%. Notre impact environnemental a diminué de 40% et notre satisfaction client a explosé. Vous savez pourquoi? Maël secoue la tête. Parce qu'il écoute. Il prend des risques. Il fait confiance aux bonnes personnes. Vincent referme sa tablette. Mais le conseil d'administration ne voit que les chiffres du trimestre. Et Bernard Fontaine rêve de reprendre le contrôle. Qu'est-ce que vous me conseillez? De continuer, mais de faire très attention. Bernard a des alliés influents, des contacts dans la presse, des moyens de nuire. Vincent finit son café et se lève. Et Maël, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Il y en a d'autres ici qui croient au changement. L'après-midi, Maël reçoit une convocation pour le bureau de Lazare. En y arrivant, elle le trouve au téléphone, visiblement agacé. « Non, père, je ne changerai pas d'avis, parce que c'est la bonne décision, peu importe ce que dit Bernard. Au revoir. » Il raccroche et pousse un long soupir. « Famille, » dit-il avec un sourire las. Impossible de s'en débarrasser. « Des problèmes ?» demande Maël. « Rien que je ne puisse gérer. Asseyez-vous. » Il consulte ses notes. « J'ai de bonnes nouvelles. Le comité exécutif a validé votre projet alternatif. Nous lançons le développement du système de surveillance éthique la semaine prochaine. » Maël sent son cœur bondir. « Vraiment? Vraiment. Et j'ai une proposition à vous faire. » Lazare se penche vers elle. « Je veux que vous dirigiez ce projet, officiellement, avec une équipe, un budget et un siège au comité de direction. C'est comme si le monde s'arrêtait. Moi? Mais je ne suis qu'une analyste. Vous étiez une analyste. Maintenant, vous êtes la personne qui a eu le courage de dire la vérité quand tout le monde se taisait. » Il marque une pause. « Bien sûr, la transition ne sera pas immédiate. Vous commencerez comme chef de projet senior, avec Vincent comme mentor. Si tout se passe bien, la promotion suivra dans 6 mois. » Maël réfléchit, submergé par l'offre. « Et Hervé? Et les autres directeurs? » Hervé Dubois quittera l'entreprise à la fin du mois. Accord à l'amiable. Quant aux autres, Lazare sourit. Ils s'adapteront. Ou pas. Pourquoi moi, Lazare? La question lui échappe, et elle rougit d'avoir utilisé son prénom. Il se lève et vient s'appuyer contre le bureau tout près d'elle. Parce que vous avez quelque chose de rare dans ce milieu, de l'intégrité, parce que vous pensez aux conséquences de nos actions, pas juste au profit, et parce que, il marque une pause, la regardant intensément, parce que vous m'avez rappelé pourquoi j'ai voulu reprendre cette entreprise. Leurs regards se croisent, et Maël sent quelque chose passer entre eux, quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. « J'accepte, » dit-elle doucement. « Parfait. » Lazare semble soulagé. « Il y a juste une chose. La nomination sera officielle lundi. D'ici là, ça va beaucoup parler dans les couloirs. Êtes-vous prête? » Maël pense à la note anonyme, aux regards hostiles, aux murmures. Puis elle repense à toutes ces années de silence, à toutes ces idées gardées pour elle. « Je suis prête, » répond-elle. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans un bureau quelques étages plus bas, Hervé Dubois vient de décrocher son téléphone pour passer un appel qui changera tout. Le lundi matin, Maël arrive au bureau avec 20 minutes de retard, un record personnel. Elle a passé la nuit à réviser sa présentation pour le comité de direction et l'insomnie a fini par avoir raison de sa ponctualité habituelle. Mais dès qu'elle pousse les portes de l'immeuble, elle comprend que quelque chose cloche. L'agent de sécurité évite son regard. La réceptionniste lui lance un sourire embarrassé. Dans l'ascenseur, ses collègues se taisent et fixent leurs chaussures. Océane l'attend près de son bureau, un journal à la main et l'air catastrophé. « Maël, il faut que tu vois ça. » L'article fait la une de la Provence économique. Scandale chez Technovision. Favoritisme et manipulation au sommet. En sous-titre, une jeune employée propulsée mystérieusement à un poste de direction après avoir séduit le PDG. Maël sent ses jambes se dérober. L'article décrit des sources internes fiables qui révèlent comment elle aurait manipulé des données pour discréditer un projet concurrent et utiliser ses charmes pour influencer Lazare Villeneuve. Il y a même une photo d'eux dans son bureau, prise avec un téléobjectif à travers la baie vitrée. « C'est faux », murmure-t-elle, la voix étranglée. « Tout est faux. »« Je sais », dit Océane en lui pressant l'épaule. « Mais dis-toi que si quelqu'un a pris la peine de monter ça, c'est que tu les déranges vraiment. » Le téléphone de Maël sonne.
Lazare. Mon bureau. Maintenant. Sa voix est tendue, contrôlée. Maël monte les étages, le cœur battant, croisant des collègues qui baissent les yeux ou chuchotent sur son passage. Lazare fait les 100 pas dans son bureau, le journal froissé à la main. Quand il la voit, il s'arrête. « Maël, je suis désolé. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusque-là. » « C'est vrai alors? C'est Hervé qui a fait ça? » Hervé et d'autres, mon oncle Bernard notamment. Lazare semble épuisé. Ils veulent me discréditer et vous êtes devenu leur cible. Maël s'effondre dans un fauteuil. « Ma carrière est finie, n'est-ce pas? Qui voudra travailler avec moi maintenant? Regardez-moi. » Lazare s'agenouille près de son fauteuil. « Nous allons nous battre. Je convoque une conférence de presse cet après-midi. Je vais rétablir la vérité. » Non, la réponse surprend même Maël. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Pourquoi? Parce que ça ne fera qu'alimenter les rumeurs. Si vous me défendez publiquement, ils diront que c'est la preuve de notre relation. Elle se lève, soudain déterminée. « Je vais démissionner. » « Jamais. » La réponse de Lazare est catégorique. « Je ne vous laisserai pas sacrifier votre avenir à cause de leurs manœuvres. » Alors que proposez-vous? Lazare réfléchit, marchant de nouveau. « Nous allons jouer leur jeu, mais mieux qu'eux. Vous allez donner une interview, seul. Vous allez expliquer votre parcours, vos compétences, montrer qui vous êtes vraiment. Je ne suis personne, Lazare, une employée lambda qui... Stop! Il se plante devant elle. Arrêtez de vous dévaloriser. Vous êtes une brillante analyste, vous avez des diplômes d'ingénieur, vous parlez 3 langues, vous avez développé des algorithmes révolutionnaires. Vous n'êtes pas personne. Le silence retombe. Maël le regarde, troublé par la passion dans sa voix. Pourquoi? Pourquoi vous battez-vous autant pour moi? Lazare s'approche d'elle, hésitant. Parce que... Il cherche ses mots. Quand je vous ai vu dans cette réunion, j'ai vu quelqu'un qui avait des choses importantes à dire, mais qui n'en avait jamais eu l'occasion. Ça m'a rappelé pourquoi j'ai voulu changer les choses ici. Il marque une pause, vulnérable pour la première fois. Et peut-être aussi parce que vous êtes la première personne depuis longtemps à me regarder comme un homme, pas comme un titre. Le téléphone sonne, brisant le moment. Lazare décroche, agacé. Quoi? Maintenant? Très bien. Il raccroche et se tourne vers Maël. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Ils veulent ma démission. À cause de moi? À cause de leur peur. Il rajuste sa cravate, redevenant le CEO. Maël, quoi qu'il arrive, ne renoncez pas. Promettez-le-moi. Lazare, promettez-le-moi. Je promets. Après son départ, Maël reste seul dans le bureau, regardant la ville s'étendre sous ses pieds. Son téléphone vibre. Un message de Vincent Moreau. Retrouvez-moi au café Le Panier à 18h. Il faut qu'on parle. Et amenez vos affaires personnelles. Elle comprend. Sa carrière chez Technovision est terminée. Mais peut-être que ce n'est que le début d'autre chose. En quittant l'immeuble ce soir-là, Maël croise Bernard Fontaine dans le hall. Il lui sourit, un sourire carnassier. « J'espère que vous avez apprécié votre moment de gloire, mademoiselle. Maintenant, vous allez retourner dans l'ombre où est votre place. » Maël le regarde droit dans les yeux. « Vous vous trompez, monsieur Fontaine. Je ne retournerai plus jamais dans l'ombre. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle le pense vraiment. Le café. Le Panier, niché dans les ruelles du Vieux-Port, résonne du brouhaha des discussions animées et du cliquetis des tasses. Maël trouve Vincent Moreau installé dans un coin sombre, devant 2 expressos déjà servis. « Comment va Lazare ?» demande-t-elle en s'asseyant. Vincent secoue la tête. « Pas bien. La réunion du conseil a duré 4 heures. Bernard Fontaine a réclamé sa démission immédiate, accusant Lazare de compromettre l'image de l'entreprise par des décisions émotionnelles. Et Lazare a tenu bon. Il a menacé de vendre ses parts si le conseil tentait de le destituer. Ça représenterait une catastrophe financière. Alors ils ont reculé, temporairement. » Maël soupire. « Tout ça à cause de moi. » Non. Vincent se penche vers elle. « À cause d'eux. » Maël, il faut que vous compreniez quelque chose. Cette bataille ne vous concerne plus seulement. C'est l'avenir de Technovision qui se joue. Il sort une tablette et lui montre des documents. Regardez ces contrats. Bernard Fontaine négocie en secret avec Optitech Industries, notre principal concurrent. Si Lazare tombe, Bernard reprend les rênes et vend l'entreprise. 3000 emplois supprimés, les brevets transférés à l'étranger. Le sang de Maël ne fait qu'un tour. C'est légal? Parfaitement. Bernard détient 15% des parts via sa société holding. S'il rallie quelques actionnaires mécontents, il peut forcer un vote de défiance. Que puis-je faire? Vincent la regarde intensément. Vous battre. Publiquement. Montrer que vous n'êtes pas la manipulatrice qu'ils décrivent, mais une professionnelle compétente qui mérite sa place.
J'ai déjà accepté de donner une interview. Ce ne sera pas suffisant. Il faut frapper plus fort. Vincent baisse la voix. J'ai organisé une rencontre avec Sylvie Carmichael, journaliste d'investigation au Figaro économique. Elle enquête sur les pratiques de Bernard depuis des mois. Si vous acceptez de témoigner, témoigner de quoi? Je n'ai aucune preuve contre lui. Mais vous avez vécu ce système de l'intérieur. Vous pouvez décrire comment les talents sont étouffés, comment les bonnes idées sont volées, comment les femmes sont marginalisées. Vincent pose sa main sur la sienne. Votre histoire, Maëlle, c'est celle de centaines d'employés qui n'osent en pas parler. Cette nuit-là, Maëlle ne dort pas. Elle arpente son petit appartement de la plaine, pesant le pour et le contre. Témoigner signifie s'exposer encore plus, risquer des représailles. Mais se taire, c'est laisser Bernard Fontaine gagner. À l'aube, elle prend sa décision. Le rendez-vous a lieu dans un discret salon de thé de la Canebière. Sylvie Carmichael est une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, qui dégage une intelligence acérée. Mademoiselle Durand, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Pouvez-vous me raconter votre version des faits? Pendant 2 heures, Maëlle raconte tout. Son invisibilité chronique, ses analyses détournées, la culture du silence qui règne chez Technovision. Elle explique le vrai projet de surveillance urbaine, ses failles éthiques, les pressions subies. Et Lazare Villeneuve, quelle est la nature exacte de votre relation? Maëlle rougit. Professionnel, uniquement professionnel. Monsieur Villeneuve a été la première personne en 3 ans à me demander mon avis. C'est tout. Vous niez toute relation sentimentale? Formellement. Le mensonge lui brûle les lèvres, mais elle ne peut pas avouer ses sentiments naissants sans alimenter la polémique. Dernière question. Que diriez-vous à toutes les femmes qui, comme vous, se sentent invisibles dans leur entreprise? Maëlle réfléchit. Que leur voix compte, que leurs idées ont de la valeur, et qu'il ne faut jamais accepter d'être réduites au silence. L'article paraît le mercredi suivant. Le titre fait sensation. Technovision, quand le talent dérange. Sylvie Carmichael a mené l'enquête au-delà du témoignage de Maëlle, recueillant d'autres témoignages, exposant les méthodes de Bernard Fontaine. L'impact est immédiat. Les réseaux sociaux s'enflamment, des centaines de femmes partagent leurs propres expériences de discrimination. « Je suis Maëlle » devient viral. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Bernard Fontaine accorde une interview où il dépeint Maëlle comme une manipulatrice opportuniste qui instrumentalise le féminisme pour sa carrière. Il insinue que Lazare est sous influence et incapable de prendre des décisions rationnelles. Le vendredi, l'escalade atteint son paroxysme. Bernard convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le lundi suivant. Ordre du jour, vote de confiance concernant la direction de l'entreprise. Lazare appelle Maëlle dans son bureau. Il semble avoir vieilli de 10 ans en 1 semaine. « Je suis désolé, Maëlle. J'aurais dû prévoir que ça irait jusque-là. Ce n'est pas votre faute. » Si. Il se lève, hagard. « J'aurais dû être plus prudent, plus stratégique. Au lieu de ça, j'ai foncé tête baissée et vous avez payé le prix. » Maëlle s'approche de lui. « Lazare, regardez-moi. » Il lève des yeux épuisés vers elle. « Vous m'avez donné une voix. Pour la première fois de ma vie, j'existe. Quoi qu'il arrive lundi, je ne le regretterai jamais. » Ils se regardent en silence. Puis, sans réfléchir, Lazare tend la main vers son visage et caresse doucement sa joue. « Maëlle, je... » « Ne dites rien. » Elle pose sa main sur la sienne. « Pas maintenant. Pas tant que cette guerre n'est pas finie. » Il acquiesce mais ne retire pas sa main. « Lundi, dit-il doucement, nous saurons si nous avons gagné ou perdu. Mais Maëlle? Oui, quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que vous m'avez changé. Pour toujours. » Le week-end passe dans une ambiance de fin du monde. Maëlle reste cloîtrée chez elle, refusant de répondre aux journalistes qui campent devant son immeuble. Elle passe son temps à analyser la situation, à chercher une solution qui pourrait sauver Lazare et Technovision. Vincent Moreau lui rend visite le dimanche soir, apportant des croissants et des nouvelles inquiétantes. Bernard a rallié Optitech Industries et 3 fonds d'investissement. Ensemble, ils contrôlent 43% des parts. Il leur faut 51% pour destituer Lazare. Et Lazare en contrôle combien? 37%. Le reste est éparpillé entre de petits actionnaires et des fonds de pension. Maëlle calcule rapidement. Il faut convaincre au moins 15% des indécis. Exactement. Problème, ces actionnaires ne connaissent que les chiffres, et Bernard leur présente votre promotion comme une preuve d'instabilité émotionnelle de Lazare. Cette nuit-là, une idée germe dans l'esprit de Maëlle. Une idée folle, risquée, mais qui pourrait tout changer. Le lundi matin, l'Assemblée générale se tient dans l'auditorium de Technovision. 200 personnes s'entassent dans la salle. Actionnaires, journalistes, employés. L'atmosphère est électrique. Bernard Fontaine,
ouvre la séance avec un discours venimeux où il dénonce la dérive sentimentale de son neveu et les décisions irrationnelles qui menacent l'entreprise. Puis c'est au tour de Lazare. Pâle mais déterminé, il défend son bilan, explique sa vision, justifie ses choix. Son discours est brillant, mais Maël voit bien que l'Assemblée reste sceptique. « Mesdames et messieurs, conclut-il, je vous demande votre confiance pour continuer à faire de Technovision une entreprise humaine et innovante. » Bernard demande immédiatement la parole. « Nous avons assez entendu de belles paroles. Votons. » Mais à cet instant, Maël se lève dans l'Assemblée. « J'aimerais m'exprimer. » Un murmure parcourt la salle. Bernard blêmit. Cette personne n'a aucune légitimité pour... Cette personne, l'interrompt Lazare, est Maëlle Durand, notre nouvelle directrice de l'éthique technologique. Elle a le droit de parler. Maëlle avance vers l'estrade, le cœur battant. Elle n'a jamais parlé devant autant de monde, mais en voyant les visages dans l'assistance, employés qui comptent sur elle, journalistes affûtés, actionnaires sceptiques, elle trouve sa force. « Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici pour défendre Lazare Villeneuve. Je suis ici pour vous parler de ce que j'ai découvert sur Technovision. » Elle sort une chemise de son sac et en extrait des documents. « Il y a 3 mois, en analysant nos données internes pour mon projet de surveillance éthique, j'ai découvert des anomalies dans la comptabilité. » Elle marque une pause, laissant l'information s'installer. « Au début, je pensais à des erreurs, puis j'ai creusé. Nuit blanche, week-end sacrifié. Et j'ai trouvé un système sophistiqué de détournement. » Elle sort les documents, les mains légèrement tremblantes malgré sa détermination. Surfacturation systématique, contrat fantôme avec des sociétés écrans, détournement déguisé en frais de représentation pour des voyages qui n'ont jamais eu lieu. Un silence de mort s'abat sur la salle. Bernard s'est levé, livide. « C'est un mensonge. Cette femme invente. J'ai les preuves. » Maël brandit les documents. 8 millions d'euros détournés sur 3 ans. Transfert vers des comptes offshore, factures bidons, commissions occultes. Elle se tourne vers l'Assemblée. Vous voulez savoir pourquoi Bernard Fontaine veut tant récupérer le contrôle? Parce qu'avec Lazare, ces petites combines ne passent plus. L'explosion est immédiate. Les journalistes se runent vers elle. Les actionnaires vocifèrent. Bernard Fontaine hurle au scandale. Mais Maël continue, imperturbable. Lazare Villeneuve n'a jamais eu connaissance de ces détournements. Moi non plus, jusqu'à ce week-end où j'ai épluché tous les dossiers. Mais maintenant que la vérité éclate, je comprends pourquoi on a voulu me faire taire. Bernard tente de quitter la salle, mais Vincent Moreau lui barre la route. Je crois que la justice aimerait vous poser quelques questions, Bernard. Effectivement, 2 hommes en costume se dirigent vers l'estrade. Bernard Fontaine, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. Pendant qu'on emmène Bernard menotté, Maël se tourne vers Lazare. Il la regarde avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Comment avez-vous... Vincent m'a donné accès aux archives comptables. J'ai passé le week-end à tout vérifier. Elle sourit faiblement. L'avantage d'être invisible pendant des années, c'est qu'on apprend à voir ce que les autres cachent. Le vote n'a plus lieu d'être. Les actionnaires, soulagés d'avoir évité un scandale majeur, reconduisent massivement Lazare dans ses fonctions. Mais pour Maël, le plus beau moment vient après, quand tous les employés de Technovision se lèvent et l'applaudissent. Pour la première fois, elle n'est plus invisible. Elle est devenue une héroïne. 3 semaines après l'arrestation de Bernard Fontaine, Technovision renaît. L'affaire fait la une de tous les journaux économiques, mais cette fois l'entreprise est présentée comme un modèle de transparence et d'intégrité. Maël s'adapte difficilement à sa nouvelle notoriété. Son bureau, un vrai bureau avec vue sur le port, ne cesse de recevoir des appels de journalistes, d'invitations à des conférences, de propositions d'embauche d'entreprises concurrentes. « Vous êtes devenu une célébrité », remarque Océane, en lui apportant une pile de courriers. « Regardez, Harvard Business School vous invite à donner une conférence. » Maël sourit en parcourant les lettres. Depuis l'Assemblée générale, sa vie a basculé. Elle dirige une équipe de 15 personnes, travaille sur des projets révolutionnaires, participe aux décisions stratégiques, tout ce dont elle rêvait en secret. Pourtant, quelque chose la tracasse. Depuis 3 semaines, Lazare se montre distant, poli, professionnel, mais froid. Il évite les tête-à-tête, ne s'attarde plus dans son bureau, garde une distance respectueuse en réunion. Ce matin-là, elle décide de crever l'abcès. Elle monte à son bureau sans prévenir. Lazare est au téléphone, face à la fenêtre. « Oui, père, je comprends vos inquiétudes, mais... » « Non, ce n'était pas une erreur. »« Si, j'assume complètement. À bientôt. » Il raccroche et se retourne. En voyant Maël, son visage se crispe imperceptiblement. « Maël, je ne vous attendais pas. Il faut qu'on parle, Lazare. »
Si c'est à propos du projet de surveillance éthique, nous pouvons en discuter en réunion avec l'équipe. Ce n'est pas professionnel. Elle referme la porte derrière elle. Pourquoi m'évitez-vous? Un long silence. Lazare se passe la main dans les cheveux, ce geste qu'elle connaît maintenant. Je ne vous évite pas. Menteur. Maël s'approche de lui. 3 semaines qu'on ne se retrouve plus seul. Vous annulez nos rendez-vous. Vous partez quand j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Lazare semble lutter intérieurement. Maël, vous ne comprenez pas. Après ce qui s'est passé, après toutes ces rumeurs, les rumeurs ont été démenties. L'enquête a prouvé qu'il n'y avait rien entre nous. Justement, il explose soudain. Justement, Maël, vous avez menti aux journalistes. Vous avez nié qu'il puisse y avoir quoi que ce soit entre nous. Elle reste interdite. Je ne pouvais pas dire autre chose. Ça aurait alimenté la polémique. Je sais. Sa voix redevient douce, triste. Je sais que vous avez eu raison. Mais quand j'ai lu cette interview où vous affirmiez que notre relation était uniquement professionnelle, j'ai compris que je m'étais fait des illusions. Le cœur de Maël s'emballe. Quelles illusions! Lazare la regarde intensément. Que peut-être vous ressentiez la même chose que moi. Le silence qui suit est chargé d'électricité. Maël réalise que c'est le moment de vérité. « Lazare, dit-elle doucement, pourquoi croyez-vous que j'ai passé un week-end entier à fouiller dans la comptabilité pour vous sauver? Parce que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous défendez la justice. Non, elle s'approche encore jusqu'à être tout près de lui. Parce que l'idée de vous perdre m'était insupportable. Il la regarde, incrédule. Maël, je vous aime, Lazare. Les mots sortent enfin, libérant des semaines de tension. Pas parce que vous m'avez sauvé ou donné ma chance, mais parce que vous êtes l'homme qui écoute vraiment, qui voit au-delà des apparences, qui croit en la bonté des gens, même quand tout s'écroule autour de lui. Lazare tend la main vers son visage, caresse sa joue comme il l'avait fait cette fameuse fois. « Moi aussi je t'aime, depuis cette première réunion où tu as osé me contredire. » Il sourit. « Tu sais ce qui m'a frappé? Ce n'était pas ton intelligence. Ça se voyait dans tes rapports. C'était ton humanité, ta façon de penser aux gens derrière les chiffres. Alors pourquoi cette distance? Parce que j'avais peur. Peur qu'on dise que tu ne devais ta promotion qu'à mes sentiments. Peur de gâcher ta nouvelle carrière. Peur que tu penses que je profitais de ma position. » Maël sourit. « Tu es idiot. » « Pardon? Tu es idiot si tu crois que je vais laisser la peur des rumeurs gâcher notre bonheur. » Elle pose ses mains sur son torse. « Lazare, nous n'avons rien fait de mal. Mon travail parle pour moi, mes résultats parlent pour moi. Et si les gens veulent m'aider, qu'ils m'aident. » Il la prend dans ses bras, enfin. « Tu es sûr? Tu es sûr de vouloir affronter les jugements, les commentaires? Avec toi, j'affronterai n'importe quoi. » Ils s'embrassent enfin, longuement, tendrement. Un baiser qui efface des semaines de malentendus et scelle leur retrouvailles. Quand ils se séparent, Lazare sourit. « Tu sais que tout l'immeuble va être au courant dans la journée? » « Tant mieux. » Maël lui rend son sourire. « Je n'ai plus envie d'être invisible, Lazare, dans aucun domaine de ma vie. 6 mois plus tard, Technovision est méconnaissable. Les couloirs autrefois silencieux résonnent maintenant de discussions animées, d'éclats de rire, de débats passionnés. L'entreprise que Maël découvrait timidement il y a des mois a mué en un véritable laboratoire d'idées où chaque voix compte. Sous l'impulsion de Maël et de son équipe éthique, l'entreprise a développé une nouvelle gamme de produits respectueux de la vie privée qui rencontre un succès international retentissant. Le projet de surveillance urbaine, entièrement repensé selon ses recommandations, remporte des appels d'offres dans toute l'Europe. Berlin, Amsterdam, Barcelone, les villes s'arrachent leur technologie transparente et respectueuse des citoyens. Mais le changement le plus notable, celui dont Maël est le plus fier, c'est la transformation humaine. Les réunions sont devenues participatives, les idées circulent librement entre tous les niveaux hiérarchiques. Les femmes osent prendre la parole sans crainte d'être jugées. Le programme de mentorat qu'elle a créé accompagne maintenant 150 jeunes employés et 15 d'entre elles ont déjà été promues à des postes de direction dans diverses filiales européennes. Ce matin de printemps, dans leur appartement baigné de lumière méditerranéenne, Maël se prépare avec un soin particulier. Elle va présenter le nouveau projet de Technovision au sommet européen de l'innovation à Bruxelles, devant un parterre de dirigeants qui, il y a encore peu, n'auraient même pas remarqué sa présence. L'ironie ne lui échappe pas. Celle qui était invisible va maintenant éclairer l'avenir de l'Europe technologique. « Stressé ?» demande Lazare en ajustant sa cravate dans le miroir de leur suite d'hôtels bruxelloise. Dans le reflet, Maël observe son évolution. Sa veste bordeaux, une couleur qu'elle n'aurait jamais osé porter avant, met en valeur son teint. Ses cheveux, autrefois sévèrement attachés,
cascadent maintenant en boucle souple sur ses épaules. Elle a appris à s'affirmer aussi par son apparence, à occuper l'espace qu'elle mérite. Étonnamment, non. Tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, j'ai hâte de prendre la parole en public. Tu vas être formidable. Tu l'es toujours. Leur relation a trouvé un équilibre parfait au fil des mois. Ils dirigent ensemble l'empire Technovision, voyagent constamment pour leurs projets respectifs, mais se réservent religieusement des moments d'intimité. Chaque soir, ils se retrouvent pour partager un dîner sans téléphone, sans ordinateur, juste eux deux face au coucher de soleil marseillais. Ils vivent ensemble depuis 3 mois maintenant, dans un appartement avec terrasse dans le quartier du Roucas Blanc qui domine la Méditerranée. Leur relation, rendue publique progressivement et avec tact, a d'abord fait jaser dans les milieux d'affaires conservateurs. Mais les résultats exceptionnels de Maël, sa reconnaissance croissante et la transformation positive de Technovision ont vite fait taire les critiques. Le trajet vers le Parlement européen se fait dans un silence complice. Lazare tient la main de Maël, traçant des cercles apaisants sur sa paume, leur rituel avant les grands événements, cette connexion silencieuse qui les ancre l'un à l'autre. « Tu te souviens de notre premier voyage d'affaires ensemble ?» murmure-t-il. « Tu étais terrifié à l'idée de prendre l'avion avec moi. » Maël sourit. « J'étais surtout terrifié à l'idée qu'on nous voit ensemble. Maintenant, nous sommes sur la couverture de Forbes Europe comme le couple qui révolutionne la tech éthique. » À Bruxelles, l'auditorium du Parlement européen est bondé. 300 dirigeants européens, des journalistes venus du monde entier, des politiques de premier plan. L'atmosphère est électrique, chargée d'attente. Maël monte sur scène avec une assurance qui l'étonne encore elle-même, ses talons résonnant sur le sol de marbre comme une déclaration de confiance. « Mesdames et messieurs », commence-t-elle, sa voix portant parfaitement dans l'immense auditorium, « il y a moins d'1 an j'étais invisible, assise au fond des réunions, silencieuse, ignorée, convaincue que mes idées n'avaient aucune valeur. Aujourd'hui, je dirige une équipe de 200 personnes qui révolutionne l'éthique technologique en Europe. Voulez-vous savoir ce qui a changé ? » Elle marque une pause théâtrale, balayant l'assemblée de son regard confiant, croisant les yeux de Lazare dans la première rangée. Il rayonne de fierté, et ce simple regard lui donne des ailes. Quelqu'un m'a donné la parole, et j'ai découvert que j'avais des choses importantes à dire. Mais surtout, j'ai compris que l'innovation véritable ne naît pas dans les bureaux de direction. Elle naît dans les marges, chez ceux qu'on n'entend jamais, chez les invisibles qui observent le monde avec des yeux neufs. Sa présentation dure 50 minutes intenses. Elle explique avec passion comment Technovision a développé des algorithmes totalement transparents, comment ils ont révolutionné l'intégration de l'éthique dès la conception des produits, comment ils ont prouvé magistralement que profitabilité et responsabilité sociale peuvent non seulement coexister, mais se renforcer mutuellement. Elle présente des études de cas concrets qui font sensation. Berlin qui a réduit ses accidents de la route de 40% grâce à leur système de circulation intelligente respectueux de la vie privée, Amsterdam qui a optimisé sa gestion des déchets tout en protégeant rigoureusement les données de ses citoyens, Barcelone qui a créé 8000 emplois verts grâce à leurs innovations durables. Nous ne vendons pas seulement de la technologie, conclut-elle, la voix vibrante d'émotions contenues. Nous vendons un avenir où l'humain reste au centre de l'innovation, où la transparence n'est pas un obstacle, mais un moteur de croissance, où chaque citoyen peut faire confiance au système qui l'entoure. L'ovation qui suit est spontanée, puissante, sincère. 300 personnes se lèvent d'un même mouvement, applaudissant non seulement ses idées révolutionnaires, mais son parcours, sa transformation, son courage exemplaire. Des dirigeants qu'elle admirait de loin l'entourent immédiatement pour discuter de collaboration, lui proposer des partenariats stratégiques, solliciter son expertise. Le président de la Commission européenne lui serre chaleureusement la main. « Madame Durand, votre approche va redéfinir notre politique technologique. Accepteriez-vous de conseiller notre commission sur l'intelligence artificielle éthique ?» Une proposition qui, il y a 1 an, lui aurait semblé totalement irréelle. Le soir venu, au dîner de gala dans les salons dorés du Parlement, Maël reçoit le prix de l'innovation éthique, la plus haute distinction européenne dans son domaine. En montant sur scène pour le recevoir, elle aperçoit Lazare dans l'assistance. Il a les larmes aux yeux, submergé de fierté et d'amour. « Ce prix, dit-elle dans son discours de remerciement, sa voix légèrement tremblante d'émotion, je le dédie à toutes celles et ceux qui se sentent invisibles dans leur entreprise, dans leur famille, dans leur société. Votre voix compte plus que vous ne le pensez. Vos idées ont une valeur inestimable. N'attendez plus qu'on vous donne la permission d'exister. Prenez cette permission.
réclamez votre place et changez le monde. Le tonnerre d'applaudissements qui suit résonne longtemps dans la grande salle. Plusieurs femmes dans l'assemblée essuient des larmes, se reconnaissant dans ces mots. Plus tard, dans l'intimité de leur suite, ils célèbrent avec du champagne, Dom Pérignon et des rires complices. Maëlle a ôté ses escarpins et s'est blottie contre Lazare sur le canapé de velours, le trophée posé sur la table basse comme un rêve devenu tangible. « Tu te rends compte de ce qui t'arrive » murmure Lazare en caressant tendrement ses cheveux. « Harvard, le MIT, Oxford, la Sorbonne, tous les plus grands centres de recherche du monde veulent collaborer avec toi, sans parler des 3 offres de cabinet ministériel que tu as reçues cette semaine. » Maëlle se love plus profondément dans ses bras, respirant son parfum familier qui la rassure toujours. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse dans tout ça? Dis-moi, mon amour. Ce matin, j'ai reçu un message d'Océane. Tu te souviens, notre ancienne assistante? Elle postule pour un poste de directrice marketing chez Microsoft Europe. Elle m'a écrit « Tu m'as montré que c'était possible d'oser rêver plus grand. Merci de m'avoir appris que ma voix comptait. » Lazare resserre son étreinte, ému. « Tu es en train de changer le monde, Maëlle Durand. Une femme à la fois, une entreprise à la fois, une innovation à la fois. Nous changeons le monde. Ensemble, toujours. » Il l'embrasse tendrement, longuement, avec cette passion qui n'a cessé de grandir entre eux. « Tu veux que je te dise un secret? Tous tes secrets m'intéressent. Le jour où tu as pris la parole dans cette réunion, j'ai su que ma vie venait de basculer. Pas seulement à cause de ton intelligence, ça se voyait dans tes rapports depuis des mois, mais à cause de ton courage, de ta façon de transformer ta peur en force, ton silence en puissance. » Cette nuit-là, blottie dans les bras de l'homme qu'elle aime, Maëlle repense au chemin parcouru. De cette première réunion où elle tremblait en prenant la parole à cette soirée où elle recevait la reconnaissance de l'Europe entière, il y a eu des centaines de petites victoires, de défis relevés, de peurs transformées en opportunités. Si on lui avait dit il y a 1 an qu'elle finirait par diriger l'éthique d'une multinationale, par être reconnue internationalement, par conseiller la Commission européenne, par vivre une histoire d'amour passionnée avec le PDG, elle n'y aurait jamais cru. Mais la vie, parfois, réserve ses plus belles surprises à ceux qui osent enfin lever la voix, sortir de l'ombre et révéler au monde qui ils sont vraiment. Et Maëlle Durand, autrefois invisible, rayonne maintenant de sa propre lumière, éclairant le chemin pour d'autres femmes qui attendent encore leur moment. 2 ans plus tard, un matin de printemps radieux à Marseille, le soleil méditerranéen inonde la vaste terrasse de leur nouvel appartement, une demeure moderne avec vue panoramique sur la mer, où Maëlle et Lazare prennent leur petit déjeuner rituellement face à la Méditerranée qui scintille comme un diamant liquide. L'air sent bon le mimosa et les embruns salés. Les mouettes dansent dans le ciel azur, leurs cris mélodieux se mêlant au murmure des vagues contre les rochers en contrebas. C'est dans ce décor de cartes postales que leur amour s'est épanoui, loin du tumulte des bureaux et des responsabilités écrasantes. Maëlle feuillette distraitement le Financial Times tout en sirotant son café, savourant cette parenthèse matinale de sérénité. Sa photo fait la une de 3 journaux différents. Maëlle Durand, 30 ans, nommée directrice générale adjointe de Technovision, la femme qui révolutionne l'éthique technologique européenne, portrait d'une visionnaire, de l'ombre à la lumière. Les articles évoquent son parcours inspirant et sa révolution silencieuse dans le monde impitoyable de la tech. Encore un article sur la femme la plus influente de France, taquine Lazare en déposant un baiser tendre sur sa tempe, sa barbe naissante chatouillant délicieusement sa peau. « Tu exagères », sourit Maëlle, mais elle rayonne de bonheur. Son sourire n'a plus rien de timide. C'est celui d'une femme accomplie, sûre d'elle et de sa valeur. En 2 années intensives, sa vie a été un tourbillon constant de succès et de reconnaissance. Technovision est devenue la référence européenne incontournable en technologie éthique. Maëlle dirige maintenant une équipe de 300 personnes réparties dans 12 pays, voyage dans le monde entier pour donner des conférences magistrales, conseille des gouvernements sur la régulation du numérique et siège au Conseil consultatif de l'Union européenne pour l'intelligence artificielle. Mais surtout, et c'est ce dont elle est le plus fière, elle a trouvé l'équilibre délicat entre ambition professionnelle dévorante et bonheur personnel épanouissant. Une leçon qu'elle a apprise à ses dépens au fil de nuits blanches et de week-ends sacrifiés. On peut viser les sommets les plus élevés sans perdre son humanité, ni négliger ce qu'on aime. « Au fait, » dit Lazare en posant délicatement sa tasse, l'air mystérieux et légèrement nerveux, « j'ai une surprise pour toi. » Il sort une enveloppe de la poche de sa robe de chambre. Maëlle l'ouvre, intriguée et amusée par son air de conspirateur. À l'intérieur, 2 billets d'avion première classe pour Tokyo.
Le sommet mondial de l'IA? Demande-t-elle, connaissant déjà son emploi du temps par cœur. Pas seulement. J'ai pensé qu'on pourrait prendre 10 jours de vacances après le sommet. Juste nous deux. Il sourit avec cette tendresse qui ne la quitte jamais. Loin des écrans omniprésents, des réunions marathons, des responsabilités écrasantes. Dis-moi quand as-tu pris de vraies vacances pour la dernière fois? Je veux dire, sans ordinateur portable, sans téléphone professionnel, sans rien qui nous rappelle le travail? Maël réfléchit longuement, fouillant dans ses souvenirs. Je ne m'en souviens même pas. Ça doit remonter à mes études. Exactement. Nous menons une croisade pour l'humanisation de la technologie, mais nous oublions parfois d'être humains nous-mêmes. Nous prêchons l'équilibre vie privée-professionnelle à nos équipes, mais nous ne nous l'appliquons pas. Maël le regarde, profondément ému par cette attention délicate. Malgré leurs emplois du temps de ministre, leurs agendas surchargés et leurs voyages constants, Lazare trouve toujours le moyen de préserver leur intimité, de nourrir leur relation avec ces petites attentions qui font toute la différence. « J'aimerais te dire quelque chose d'important », dit-il soudain, son ton devenant plus grave, plus solennel. Il se lève gracieusement et fait quelques pas vers la rambarde de verre qui surplombe la mer. Maël le rejoint instinctivement, posant sa main rassurante sur son bras musclé. Elle sent une tension inhabituelle en lui, une nervosité qu'elle ne lui connaît pas. « Quoi donc ?» demande-t-elle doucement. « Il y a 3 ans, quand j'ai pris la direction de Technovision après la mort de mon père, je pensais que le succès se mesurait uniquement en chiffre d'affaires et en parts de marché. Je dirigeais par habitude, suivant les traces familiales, sans véritable passion ni vision personnelle. » Il se tourne vers elle, prend ses mains dans les siennes avec une intensité qui la bouleverse. Ses mains tremblent légèrement. « Et puis tu es arrivé dans ma vie, avec tes idées révolutionnaires, ton intégrité inébranlable, ton courage tranquille. Tu m'as rappelé pourquoi j'aimais ce métier, pourquoi j'avais voulu changer les choses. Tu m'as redonné une âme. » Il marque une pause, cherchant ses mots, visiblement ému. Mais surtout, sa voix se fait plus douce, plus intime. « Tu m'as appris ce que c'était que d'aimer vraiment. Pas l'amour superficiel que j'avais connu avant, mais cet amour profond qui transforme, qui élève, qui donne un sens à chaque journée. » Maël sent son cœur s'emballer. Il y a quelque chose de solennel, de définitif dans l'attitude de Lazare, une gravité qu'elle ne lui a jamais vue, même dans les moments les plus difficiles de leur parcours professionnel. « Maël Durand, continue-t-il, sa voix vibrant d'émotions contenues, tu as transformé ma vie de manière irréversible, révolutionné notre entreprise et probablement changé le visage de la technologie européenne. Tu es la femme la plus brillante, la plus courageuse, la plus belle que je connaisse. » Il hésite un instant, vulnérable et touchant. « J'ai longtemps eu peur de te demander cela. Peur que tu penses que je profite de ma position, peur que le monde médiatique nous juge, peur de mélanger encore plus notre vie privée et professionnelle, peur de ternir ta réputation. » Maël retient son souffle. Elle devine ce qui va suivre et sent son cœur battre si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. « Mais j'ai réalisé que nous avons déjà prouvé que notre amour nous rend plus forts, plus créatifs, plus humains. Ensemble, nous sommes invincibles. » Il s'agenouille devant elle sur les dalles chaudes de la terrasse, sortant un écrin de velours noir de sa poche. Le soleil matinal fait étinceler le diamant solitaire d'une pureté exceptionnelle. « Veux-tu m'épouser ?» Le temps suspend son cours. Maël regarde l'homme qu'elle aime, agenouillé devant elle sur leur terrasse baignée de soleil méditerranéen. La bague est magnifique, un diamant taille émeraude simple et élégant, monté sur une bande de platine qui lui ressemble parfaitement, classique mais moderne, discret mais éblouissant. Le monde autour d'eux semble retenir son souffle. Les mouettes se taisent, les vagues se calment, même le vent semble suspendu. Il n'y a plus que d'eux, et cette question qui flotte dans l'air salé. Lazare, sa voix s'étrangle d'émotion. Des larmes de joie pure coulent lentement sur ses joues. Elle pense à la jeune femme invisible qu'elle était il y a seulement 3 ans, silencieuse au fond des réunions, convaincue qu'elle ne méritait ni attention ni amour. Cette femme n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait un jour inspirer un tel amour à quelqu'un. « Oui », murmure-t-elle, puis plus fort, avec cette assurance qu'elle a appris à cultiver, « Oui, je veux t'épouser. » Lazare passe la bague à son doigt. Elle s'ajuste parfaitement, comme si elle avait été conçue spécifiquement pour elle, puis se relève pour l'embrasser passionnément. C'est un baiser qui scelle leur engagement, qui goûte les larmes de bonheur et les promesses d'avenir. En arrière-plan, Marseille s'éveille paresseusement. Les bateaux commencent leur balai quotidien dans le port. Les terrasses de café se parent de leurs premiers clients. La vie continue son cours immuable. Mais pour eux, c'est un nouveau chapitre qui commence, le plus beau peut-être. Ce soir-là,
Ils organisent une fête surprise dans les jardins privés de Technovision, transformés pour l'occasion en écrins de verdure illuminés de 1000 guirlandes. Toute leur famille professionnelle est là. Vincent Moreau ému aux larmes et fier comme un père, Océane devenu chef de projet et épanoui dans sa nouvelle fonction, les dizaines de nouvelles recrues que Maëlle a mentorées au fil des mois et qui la vénèrent comme une grande sœur, les membres du conseil d'administration qui l'ont d'abord boudée et qui la respectent maintenant profondément. L'atmosphère est électrique, chargée de joie et d'émotion. Un quatuor à cordes joue en sourdine des mélodies de Vivaldi qui se mêlent aux conversations animées et aux éclats de rire. « Je voudrais porter un toast », déclare Vincent, en levant sa coupe de champagne Krug, sa voix légèrement tremblante d'émotion. À Maëlle, qui nous a prouvé que les plus belles révolutions commencent par une seule voix qui refuse de se taire, qui a transformé notre entreprise, nos méthodes, nos cœurs. Et à Lazare, ajoute Océane, rayonnante dans sa robe de soie bleue, qui a eu l'intelligence et la sensibilité d'écouter cette voix quand tous les autres l'ignoraient. À nous tous, conclut Maëlle, radieuse au bras de son fiancé, la bague étincelant à son doigt, parce qu'une entreprise, c'est avant tout une famille, et nous avons créé la plus belle des familles. Les applaudissements éclatent, chaleureux et sincères. Plusieurs personnes essuient discrètement des larmes d'émotion. Plus tard dans la soirée, Maëlle s'isole quelques minutes sur la terrasse panoramique de l'immeuble, cherchant un moment de solitude pour digérer le tourbillon de cette journée exceptionnelle. Elle contemple Marseille, qui s'étend à ses pieds, la ville scintillante de millions de lumières qui se reflètent dans les eaux noires du port. Lazare la rejoint silencieusement, passant ses bras protecteurs autour de sa taille fine. Elle se love contre lui, respirant son parfum familier qui la rassure toujours. « À quoi tu penses, ma future épouse ?» murmure-t-il contre ses cheveux. « À cette première réunion où tu m'as demandé mon avis. Tu te souviens ?» Elle se retourne dans ses bras pour le regarder. « Si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que cette simple question changerait ma vie entière, comment l'oublier? C'est là que ma vraie vie a commencé. Le jour où j'ai découvert que l'amour pouvait naître d'un regard échangé dans une salle de réunion. » Maëlle sourit, profondément émue. « Tu sais ce que je me dis maintenant. Raconte-moi. Que parfois il suffit d'une question sincère pour changer deux vies à jamais. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Durand ?» Ces 8 mots simples ont déclenché une révolution dans nos cœurs. Lazare l'embrasse avec une tendresse infinie. « Non, mon amour. Ce qui a tout déclenché, c'est ton courage exceptionnel de répondre, ta bravoure de sortir de l'ombre. » Ils restent enlacés longuement, regardant leur ville qui les a vus naître à l'amour et au succès. Demain, ils retourneront aux défis professionnels exaltants, aux projets ambitieux qui les passionnent, à la conquête du monde de la technologie éthique. Mais ce soir appartient uniquement à leur bonheur, à leurs rêves partagés, à cet amour qui les a transformés. Car l'amour parfois a ce pouvoir magique et mystérieux. Il peut rendre visible l'invisible, donner une voix puissante aux silencieux, et transformer les peurs paralysantes en force créatrice. L'histoire de Maëlle et Lazare ne fait que commencer. Une histoire moderne où l'amour et l'ambition se nourrissent mutuellement, où la réussite professionnelle n'exclut jamais le bonheur personnel, où deux êtres se révèlent l'un par l'autre et changent le monde ensemble, main dans la main. Dans la brise tiède de cette soirée marseillaise parfumée de jasmin, ils se promettent solennellement de ne jamais oublier d'où ils viennent et de toujours tendre la main à ceux qui, comme l'ancienne Maëlle, attendent encore dans l'ombre qu'on leur donne enfin la parole et la chance de briller. Parce qu'au fond, c'est peut-être cela le vrai sens de la réussite, non pas seulement s'élever soi-même, mais élever les autres avec soi. Et puis tu es arrivé. Avec tes idées révolutionnaires, ton intégrité, ton courage. Tu m'as rappelé pourquoi j'aimais ce métier. Mais surtout, sa voix se fait plus douce. Tu m'as appris ce que c'était que d'aimer vraiment. Maëlle sent son cœur s'emballer. Il y a quelque chose de solennel dans l'attitude de Lazare. Maëlle Durand, tu as transformé ma vie, notre entreprise et probablement le monde de la technologie. Sa voix tremble légèrement. Tu es la femme la plus brillante, la plus courageuse, la plus belle que je connaisse. Il hésite un instant, vulnérable. J'ai longtemps eu peur de te demander cela. Peur que tu penses que je profite de ma position, peur que le monde nous juge, peur de mélanger encore plus notre vie privée et professionnelle. Il s'agenouille devant elle, sortant un écrin de sa poche. Mais j'ai réalisé que nous avons déjà prouvé que notre amour rend tout possible. Veux-tu m'épouser? Le temps s'arrête. Maëlle regarde l'homme qu'elle aime, agenouillé devant elle sur leur terrasse baignée de soleil. La bague est magnifique, un diamant simple et élégant qui lui ressemble. Lazare, je sais que nous sommes jeunes, que nos carrières sont prenantes,
que ce ne sera pas toujours facile. Mais je veux construire l'avenir avec toi. Je veux que nous continuions à changer le monde ensemble. » Des larmes de joie coulent sur les joues de Maëlle. Elle pense à la jeune femme invisible qu'elle était il y a 3 ans, silencieuse au fond des réunions. Cette femme n'aurait jamais imaginé qu'elle mériterait un tel amour. « Oui, » murmure-t-elle, « oui, je veux t'épouser. » Lazare passe la bague à son doigt et se relève pour l'embrasser passionnément. En arrière-plan, Marseille s'éveille. Les bateaux dansent sur l'eau, la vie continue. Mais pour eux, c'est un nouveau chapitre qui commence. Ce soir-là, ils organisent une fête surprise dans les jardins de Technovision. Toute l'équipe est là. Vincent Moreau, ému aux larmes. Océane devenue chef de projet et épanouie. Les nouvelles recrues que Maëlle a mentorées. « Je voudrais porter un toast », déclare Vincent en levant sa coupe de champagne. « À Maëlle qui nous a prouvé que les plus belles révolutions commencent par une seule voix qui refuse de se taire. Et à Lazare, ajoute Océane, qui a eu l'intelligence d'écouter cette voix. À nous tous, conclut Maëlle, radieuse au bras de son fiancé, parce qu'une entreprise, c'est avant tout une famille. » Plus tard dans la soirée, Maëlle s'isole quelques minutes sur la terrasse de l'immeuble. Elle contemple Marseille qui s'étend à ses pieds, scintillante de 1000 lumières. Lazare la rejoint, passant ses bras autour de sa taille. « À quoi tu penses? À cette première réunion où tu m'as demandé mon avis. Tu te souviens? Comment l'oublier? C'est là que ma vie a vraiment commencé. » Maëlle se retourne dans ses bras. « Tu sais ce que je me dis? Quoi? Que parfois, il suffit d'une question pour changer 2 vies. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Durand? » Ces 7 mots ont tout déclenché. Lazare l'embrasse tendrement. « Non, mon amour. Ce qui a tout déclenché, c'est ton courage de répondre. » Ils restent enlacés, regardant la ville qui les a vus naître à l'amour et au succès. Demain, ils retourneront aux défis professionnels, aux projets ambitieux, à la conquête du monde de la technologie éthique. Mais ce soir, ils savourent simplement le bonheur d'être ensemble, d'être aimés, d'avoir transformé leurs rêves en réalité. Car l'amour, parfois, a ce pouvoir magique. Il peut rendre visible l'invisible, donner une voix aux silencieux et transformer les peurs en force. L'histoire de Maëlle et Lazare ne fait que commencer. Une histoire où l'amour et l'ambition se nourrissent mutuellement, où la réussite professionnelle n'exclut pas le bonheur personnel, où 2 êtres se révèlent l'un par l'autre et changent le monde ensemble. Dans la brise tiède de cette soirée marseillaise, ils se promettent de ne jamais oublier d'où ils viennent et de toujours tendre la main à ceux qui, comme l'ancienne Maëlle, attendent dans l'ombre qu'on leur donne enfin la parole. 5 ans plus tard, l'auditorium de la Sorbonne résonne d'applaudissements nourris. Sur l'estrade, Maëlle Villeneuve, elle a pris le nom de son mari il y a 3 ans, termine sa conférence devant un parterre d'étudiants en école de commerce venus du monde entier. « N'oubliez jamais, dit-elle en refermant ses notes, que les plus grandes révolutions commencent souvent par un simple « et si » murmuré dans le silence d'une salle de réunion. À 35 ans, Maëlle a acquis une stature internationale. Co-dirigeante de Technovision Europe avec Lazare, elle préside également la Commission européenne pour l'éthique numérique. Ses algorithmes de surveillance respectueuse sont utilisés dans 15 pays. Ses recommandations ont inspiré 3 directives européennes. Mais surtout, elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Après la conférence, elle retrouve Lazare dans leur suite de l'hôtel Lutetia. Il l'attend avec un sourire et 2 coupes de champagne. « Comment s'est passée ta présentation ?» demande-t-il en l'embrassant. « Merveilleusement. Ces étudiants me rappellent pas le pourquoi j'aime ce que je fais. » Maëlle pose sa mallette et se love dans ses bras. « Et ton rendez-vous avec le ministre ?» Concluant, le gouvernement français va adopter notre protocole d'IA éthique pour toute l'administration. Lazare caresse tendrement ses cheveux. « Tu te rends compte? Il y a 5 ans, tu étais terrifié à l'idée de parler en réunion. Aujourd'hui, tu influences les politiques publiques de l'Europe entière. » Leur couple a trouvé un équilibre parfait entre ambition partagée et intimité préservée. Ils dirigent ensemble l'empire Technovision, voyagent constamment, mais se réservent toujours des moments de tendresse, loin des projecteurs. « J'ai quelque chose à te dire », murmure Maëlle contre son torse. « Quoi donc ?» Elle lève vers lui des yeux pétillants de malice. « Docteur Martinez m'a confirmé ce matin. Nous attendons un bébé. » Lazare reste interdit quelques secondes, puis explose de joie. Il la soulève et la fait tourner dans ses bras. « Un bébé? Vraiment? Vraiment. Pour octobre. » Ils s'embrassent longuement, submergés d'émotion. Après 3 ans de mariage, ils ont construit leur empire professionnel. Maintenant, ils vont créer leur famille. « Garçon ou fille ?» demande Lazare, une main protectrice sur son ventre encore plat. « C'est trop tôt pour le savoir. Mais j'espère. » Maëlle sourit.
J'espère que ce sera une petite fille courageuse qui n'aura jamais peur de faire entendre sa voix. Ce soir-là, ils dînent dans leur restaurant préféré du vieux port marseillais, cette brasserie discrète où ils avaient célébré leur fiançaise il y a 3 ans. Autour d'eux, Marseille vit sa vie nocturne, mais ils n'ont Dieu que l'un pour l'autre. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Maël en savourant son dessert. « Nos succès professionnels ?»« Non, le programme de mentorat qu'on a créé. » Elle rayonne en pensant aux centaines de jeunes femmes que Technovision accompagne désormais. La semaine dernière, j'ai reçu un message de Camille. Tu te souviens, cette stagiaire timide de l'an dernier? Elle vient d'être promue chef de projet chez Google. Elle m'a écrit « Merci de m'avoir appris que ma voix comptait. » Lazare prend sa main par-dessus la table. « Tu changes le monde une femme à la fois, mon amour. Nous changeons le monde. Ensemble. Toujours. » Leur conversation est interrompue par l'approche d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, visiblement intimidée. « Excusez-moi, vous êtes bien Maëlle Villeneuve ?» Maëlle sourit chaleureusement. « Oui, vous êtes ?» Léa Moreau, étudiante à HEC. « J'ai assisté à votre conférence cet après-midi. » La jeune femme rougit. « Votre histoire, elle m'a donné du courage. Demain, je postule pour un stage dans une start-up tech. Avant, je n'aurais jamais osé. Et maintenant ? Maintenant, je me dis que si vous avez réussi à sortir de l'invisibilité, moi aussi je peux y arriver. » Maëlle se lève et serre chaleureusement la main de Léa. « Bien sûr que vous pouvez. Croyez en vos idées et n'attendez jamais qu'on vous donne la permission de les exprimer. » Après le départ de la jeune femme, Lazare regarde sa femme avec admiration. « Tu ne changes pas, toujours prête à encourager, à transmettre. C'est ma mission. Pour chaque femme qui trouve sa voie, c'est une victoire contre l'invisibilité. » De retour à l'hôtel, ils se blottissent dans leur lit, planifiant déjà l'aménagement de la future chambre de bébé dans leur villa marseillaise. Leurs mains entrelacées reposent sur le ventre de Maëlle, protégeant déjà cette nouvelle vie qui grandit en elle. « Tu crois qu'on sera de bons parents ?» demande Lazare dans l'obscurité. « Je crois qu'on lui apprendra l'essentiel, que sa voix compte, que ses rêves valent la peine d'être poursuivis et qu'avec de l'amour et du courage, on peut transformer n'importe quelle situation. » Maëlle ferme les yeux, apaisée. Dans quelques heures, ils reprendront l'avion pour Marseille, retrouveront leurs équipes, leurs projets, leurs responsabilités. Mais cette nuit, ils savourent simplement le bonheur d'être ensemble, d'avoir construit quelque chose de beau et de se préparer à accueillir une nouvelle génération. Au petit matin, avant de quitter Paris, ils font un détour par le Père-Lachaise. Devant la tombe de Simone de Beauvoir, Maëlle dépose un bouquet de roses blanches. « Merci, » murmure-t-elle, pour avoir ouvert la voie. Lazare passe son bras autour de ses épaules. « Tu continues son combat. Nous le continuons. Et notre enfant le continuera après nous. » L'avion décolle dans un ciel parisien encore rosé par l'aube. Maëlle regarde défiler les nuages par le hublot, sa main instinctivement posée sur son ventre. Dans sa mallette, elle emporte les coordonnées de 15 jeunes femmes rencontrées lors de sa conférence, autant de futurs protégés à accompagner. « À quoi tu penses ?» demande Lazare, en couvrant sa main de la sienne. « À cette petite analyste invisible que j'étais. Si elle pouvait me voir maintenant, elle serait fière. Et elle comprendrait que son silence d'alors préparait ta voix d'aujourd'hui. » Maëlle sourit, émue. « Tu sais quoi? Je n'ai plus jamais eu peur de parler en public depuis cette première fois dans ton bureau. Parce que tu as découvert ta force. Non, parce que j'ai découvert que j'avais quelque chose d'important à dire et quelqu'un qui écoutait vraiment. » Ils atterrissent à Marseille, sous un soleil éclatant. Leur chauffeur les attend avec un bouquet de mimosas, tradition locale pour célébrer les bonnes nouvelles. Océane, devenu leur bras droit, a déjà divulgué la nouvelle de la grossesse à toute l'équipe. Au siège de Technovision, c'est l'explosion de joie. Les employés ont organisé une surprise, une banderole, félicitations aux futurs parents et un gâteau en forme de berceau. Vincent Moreau, maintenant directeur général délégué, lève son verre de champagne sans alcool. À Maëlle et Lazare, qui prouvent chaque jour qu'on peut réussir en affaires tout en gardant son humanité. Et à la future génération Technovision, ajoute Océane en riant. Le soir venu, dans leur villa des collines marseillaises, Maëlle et Lazare regardent le coucher de soleil depuis leur terrasse. La Méditerranée scintille à l'horizon, les cigales chantent dans les pins, l'air embaume la lavande. « Tu te rends compte du chemin parcouru ?» murmure Lazare en caressant ses cheveux. « Parfois, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Cette femme terrifiée qui n'osait pas lever la main en réunion, elle existe toujours en toi. C'est elle qui te donne cette empathie envers les autres invisibles. » Maëlle pose sa tête sur son épaule. « J'aimerais retourner dans cette salle de réunion d'il y a 5 ans, dire à cette femme silencieuse qu'un jour, sa voix portera jusqu'au Parlement européen, et qu'elle trouvera l'amour avec le PDG,
ajoute Lazare en riant. Ça, elle ne l'aurait jamais cru. Ils restent enlacés jusqu'à ce que les premières étoiles apparaissent. Demain, ils reprendront leur vie de dirigeants, de visionnaires, de révolutionnaires du numérique éthique. Mais ce soir appartient à leur amour, à leur famille qui s'agrandit, à leurs rêves partagés. Dans 9 mois naîtra leur enfant. Une nouvelle vie qui grandira dans un monde où l'on peut être PDG et père aimant, dirigeante internationale et mère épanouie. Un monde où les voix silencieuses trouvent enfin leur écho, où l'invisibilité n'est plus une fatalité. L'histoire de Maël et Lazare continue, portée par l'amour qui transforme, le courage qui libère, et la conviction que chaque être humain mérite d'être vu, entendu, reconnu, car au final, c'est peut-être cela le vrai pouvoir, non pas de dominer mais de révéler, non pas d'écraser mais d'élever, non pas de réduire au silence mais de donner la parole. Et dans les bras de l'homme qui lui a offert sa première chance de s'exprimer, Maël sait qu'elle ne sera plus jamais invisible. Être invisible ne signifie pas ne pas exister. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui refuse d'ignorer et qui soit prêt à tout défier pour prouver que vous comptez. Et vous? Vous êtes-vous déjà senti invisible au travail, à l'école ou dans votre vie personnelle? Avez-vous déjà vu vos idées ignorées ou volées par d'autres? Comment avez-vous réagi quand vous avez enfin eu la chance de montrer votre véritable potentiel? Racontez-nous, quel a été le moment où vous avez décidé de sortir de l'ombre et de faire entendre votre voix? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui se sent encore invisible aujourd'hui. Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.